C'est un spectacle qui en dit long sur ce qu'ils sont. Loin d'être une ode à la France et sa culture gréco-latine, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris est parvenue à réunir blasphème christianophobe, apologie du trouble, publicité pour le transgenrisme et abaissement de la culture. Retour sur un spectacle financé par vos impôts. Portée au nu par l'oligarchie, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris aura fait couler beaucoup d'encre sur la planète. Derrière les satisfecits d'une petite caste bourgeois bohème de Saint-Germain-des-Prés et d'un président pour qui la culture française n'existe pas, bon nombre de téléspectateurs auront été littéralement affligés par une cérémonie olympique aux allures d'Eurovision avec une réalisation psychédélique à grand renfort de flashs lumineux, frisant avec le subliminal. Mais disons-le d'abord, les sportifs et leur sourire étaient au rendez-vous, étrangers au simulacre de l'Occident en chute. Le spectacle populaire et sensationnel de la chanteuse Céline Dion interprétant avec le talent qu'on lui connaît l'hymne à l'amour d'Édith Piaf depuis une tour Eiffel habillée de faisceaux lumineux aura au moins clôturé avec brio cette longue cérémonie. Des parenthèses apaisante, après une traversée déviante du Styx incarnée par une scène toujours aussi souillée. C'est d'ailleurs dans ces eaux que le porteur de la flamme olympique, sans visage, embarquera des enfants dans les catacombes de Paris, sans que ces derniers ne reviennent à la surface lors de la cérémonie. C'est aussi dans cette atmosphère crépusculaire que d'aucuns pouvaient admirer le galop désynchronisé d'un cheval blanc sur le fleuve, en pensant parfois au cavalier de l'Apocalypse, alors même que l'incontournable chanson de John Lennon, Imagine, venait d'être incarnée par Juliette Armanet depuis une île incandescente, rappelant les enfers. De quoi se remémorer parfois les énigmatiques propos du président Macron. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et beaucoup auront cru la voir vendredi soir. Plus encore quand le clou du spectacle a consisté en un défilé de drag queens et de transsexuels en tout genre, caricaturant la scène de Léonard de Vinci, peinte à la toute fin du XVe siècle, où l'on voit le Christ partager son dernier repas avec les apôtres. Un spectacle qui a donc violemment choqué les catholiques, mais aussi tous ceux qui sont attachés aux racines chrétiennes de la France, fille aînée de l'Église. L'abbé Denis Pugat a d'ailleurs réagi en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris. Je ne m'étendrai pas longuement sur ce qu'il s'est passé vendredi soir, ce qui ne fut que finalement une liturgie voque, mais qui a cette spécificité d'avoir contenu un tableau blasphématoire qui a été vu par des milliards, je dis bien des milliards de personnes, dont beaucoup de chrétiens, organisé officiellement par les autorités et spécialement la plus haute autorité de l'État qui ne pouvait pas ne pas savoir le contenu de ce défilé auquel il a donné son platchette, ni le fait que c'est le cœur du christianisme qui a été ridiculisé et de quelle manière. La Sainte Seine, c'est la messe, mes bien chers frères. C'est notre vie. C'est ici que nous sommes rassemblés, que nous rassemblons les chrétiens. Et comme par hasard, ce n'est pas une autre religion ou des autres religions qui ont été ainsi blasphémées. Et ce qui montre bien d'ailleurs que ce sont des poltrons. Une colère qui n'est pas réservée à la famille des catholiques traditionnalistes. En effet, le frère Paul Adrien a aussi évoqué cette triste affaire. Mettez-vous bien dans le crâne que ces histoires-là, ça va pas s'arrêter là et qu'on a intérêt de se préparer. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on évite de se faire avoir, parce que vous avez déjà toute une contre-propagande qui est en train de se mettre en place, pour vous dire, ah ouais, mais il y a déjà eu tellement de reprises qu'une de plus, une de moins, et puis pourquoi vous avez rien dit, gna. Alors que là, vous êtes, dans un contexte qui se veut d'unité nationale, avec des financements publics, et en plus, je suis désolé de le dire, mais il y a un passif. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse tous les efforts, et on les fait. On les fait pour essayer d'être le plus délicat et le plus charitable possible avec les gens qui sont pas d'accord avec le christianisme, avec les militants LGBT, etc. Mais d'un côté, on nous demande d'être hyper délicat, et de l'autre côté, on vous prend vos références et là, on vous les fout la gueule. Donc on arrête de se faire avoir, et en plus, toujours dans la contre-propagande, là, on n'arrête pas de vous servir le festin des dieux. Le festin des dieux, c'est déjà une scène qui fait référence à l'Eucharistie.
Et pour tenter d'éteindre l'incendie provoqué par le caractère blasphématoire de ce sombre épisode, le réalisateur de tout cela, Thomas Joly, s'est défendu de s'être inspiré de la scène, se réfugiant alors derrière Philippe Catherine, le seul homme blanc de plus de 50 ans de la cérémonie, transformé pour l'occasion en Schtroumpf. Il aurait été Dionysos. Pourtant, la référence biblique n'a échappé à personne, pas même à la perspicace maison France Télévisions, qui s'est d'ailleurs fendue d'une publication sur Twitter évoquant, je cite, une mise en scène, CE-N-E, légendaire. Un tweet qui a depuis disparu, mais que nous avions enregistré comme capture d'écran. Le spectacle faisait également la part belle à la vulgarité. Ainsi, pour camper le tableau, une certaine Barbara Butch, disque jockey et militante LGBT se définissant elle-même comme grosse, juchée d'un diadème et entourée de drag queen, d'une petite fille et d'une sorte de femme à barbe. Mais cette offense déplorable et interminable ne doit pas pour autant faire oublier la partie du spectacle inspirée par le bicentenaire de la Révolution française. Les téléspectateurs ont ainsi pu entendre le célèbre chant « Ah, ça ira » en admirant une représentation du régicide avec une Marie-Antoinette décapitée depuis les fenêtres de la conciergerie. Un goût douteux qu'il est d'autant plus dans un pays où l'on compte devant les téléviseurs les familles du père Jacques Hamel, de Samuel Paty ou de Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, décapités par des terroristes islamistes. Par ailleurs, la conciergerie était aussi le lieu qui accueillait le palais de justice de Paris, qui en général fait rarement la promotion de la peine de mort, comme celle qui a condamné Marie-Antoinette à la guillotine. Il fallait, néanmoins, nous dit-on, voir dans cette séquence l'émancipation politique et intime. Intime sans doute parce que les séquences de décapités étaient entremêlées de courses effrénées d'un trouble, un couple à trois, dont il était difficile de définir le rôle de chacun, dans les escaliers d'un bâtiment parsemé de motifs en damier noir et blanc. De quoi permettre de relativiser le tableau, montrant la garde républicaine se trémoussant sur le pont des Arts autour de la prestation d'Aya Nakamura, qui n'avait pas décidé d'apprendre à chanter pour l'occasion, pas même en playback. Le sénateur Stéphane Ravier, choqué par les cérémonies, a réagi le soir même à tout cela. À cette ignominie, à cette dinguerie, cette succession d'indignité, de mauvais goût, d'insultes. Ça a commencé par Aya Nakamura, pardonnez-moi, je n'arrive pas à maîtriser son nom, qui sait pas chanter, hein, elle a pas chanté d'ailleurs. En Mondiovision, je suis pas en Mondiovision, je suis pas ridiculisant la garde républicaine, là, c'est complètement ridiculisé. Et puis qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le trouble. Alors on n'en est plus à défendre la famille traditionnelle, même plus les couples homo. On a passé un stade. C'est le trouble. Je passe les clichés concernant les trois amoureux là. J'ai lu la réaction de Marlène Schiappa, l'ancienne ministre de la République. On va pas s'interdire des plans à 3. Mais on t'interdit rien, Marlène. Si tu veux faire des plans à 3, tu en fais 3 par jour si tu veux, 2 par nuit, tu peux même être 4, 12, 27. Avec tout cet étalage, Lady Gaga, coutumière des mises en scène particulières, sera relativement passée inaperçue. À peine la chute d'une danseuse et des paroles difficiles en français auront fait réagir. La pluie, elle, aura accompagné l'intégralité de la cérémonie à laquelle assistait notamment François Hollande. Et l'arrivée sur scène du président Macron pour lancer officiellement les Jeux Olympiques aura été marquée de huées et de sifflets. Une maigre compensation pour ce spectacle diffusé partout sur la planète. Dans ce cadre, nombreux sont les pays à être restés circonspects devant la performance censée démontrer au monde la grandeur de la France. Plusieurs pays, dont les États-Unis, ont d'ailleurs coupé certains passages du spectacle pour ne pas choquer leur public. Les rediffusions sont d'ailleurs bloquées dans un grand nombre de pays sur les plateformes. Sans surprise, France Info expliquait ce matin qu'il s'agissait là de questions de droit de diffusion. Ben voyons. Reste à présent à miser sur nos sportifs pour le rayonnement de la France. Depuis le début du conflit en Ukraine, les frontières entre l'Europe et la Russie et la Biélorussie se sont très fortement refermées. Un casse-tête pour des milliers de citoyens ordinaires qui passent ces frontières pour des raisons familiales ou professionnelles. Explication de Nicolas de Lamberterie.
On se souvient qu'au début de la guerre en Ukraine, en février 2022, l'une des premières décisions de l'Europe et du monde occidental a été la suspension du trafic aérien avec la Russie, ainsi que l'exclusion de la Russie du système de paiement SWIFT, et enfin la restriction des importations de matières premières venant de Russie. Assez rapidement, un certain nombre de pays tiers sont devenus de véritables plateformes de contournement de ces sanctions. Les pays du Caucase ont accueilli beaucoup de citoyens russes ayant quitté leur pays. Mais si certains Russes l'ont fait par peur de la mobilisation ou pour des raisons idéologiques d'opposition au pouvoir, d'autres l'ont tout simplement fait pour pouvoir continuer de commercer via ces pays tiers avec leurs clients occidentaux, notamment pour ceux qui sont dans le domaine des services informatiques. Quant aux pays d'Asie centrale, à commencer par le Kazakhstan, ils semblent être utilisés comme des plateformes pour importer un certain nombre de produits technologiques soumis à interdiction, notamment des drones. En ce qui concerne les liaisons aériennes, c'est l'aéroport d'Istanbul qui a récupéré le gros lot du jeu des sanctions, puisque désormais les liaisons aériennes entre la Russie et l'Europe se font très essentiellement par la Turquie. Enfin, c'est l'Inde qui est le premier bénéficiaire de l'interdiction de l'importation des matières premières russes, puisqu'elle rachète à bas prix du pétrole russe, qu'elle revend ensuite tout simplement aux Occidentaux, après avoir effectué une marge substantielle dessus. Mais au-delà de ces réalités macroéconomiques, les restrictions frontalières affectent lourdement des dizaines de milliers de citoyens ordinaires dans leur vie du quotidien. En effet, la